Je me nomme Martin Léger et je vais vous parler de l'hypervigilance dans mes symptômes post-commotion cérébrale. Ayant subi 2 traumatismes crânio-cérébraux légers, des TCCL, en l'espace d'environ 3 ans, soit en 2017 et en 2020, j'ai constaté le rôle de premier plan de l'hypervigilance dans mes symptômes post-commotion. Puis ce qui m'a vraiment surpris, c'est que très peu de professionnels du domaine de la santé, puis même des spécialistes en commotion cérébrale, ont abordé cet aspect-là qui a pourtant été l'élément clé de mes 2 guérisons. Le but de cette vidéo est donc de partager mes expériences avec espoir que vous puissiez identifier l'influence fort probable de l'hypervigilance si vous êtes aux prises avec des symptômes post-TCCL persistants. Bien que je travaille dans le domaine des sciences, je n'ai pas la prétention de parler en tant qu'expert dans le domaine. Je témoigne seulement des phénomènes que j'ai moi-même observés en tant que traumatisé crânien léger. Il s'agit uniquement de mon avis, de mon histoire, et il n'en tient qu'à vous d'évaluer si ce que je vais vous décrire peut s'appliquer également à votre situation. Je ne prends donc aucune responsabilité des décisions et actions que vous prendrez suite à l'écoute de mon histoire. L'hypervigilance. D'abord, une courte explication du phénomène d'hypervigilance dans un contexte de commotion cérébrale. C'est un état où notre cerveau analyse des situations comme étant potentiellement dangereuses et qui, pour nous en prévenir, va nous transmettre des symptômes divers. Voici les différents symptômes qui, dans mon cas, étaient reliés à un état d'hypervigilance. Il y avait de la nausée, des étourdissements, de l'hyperacousie, la sensibilité au son, la photophobie, la sensibilité à la lumière, puis les problèmes de vision. 4 à 5 mois suivant mon premier TCCL, considérant que j'avais plus de maux de tête et que les 2 résonances magnétiques étaient normales, mes expériences et mon intuition me portent actuellement à penser que l'hypervigilance était la seule source de mes symptômes persistants. Des indices qui m'ont fait comprendre que mes symptômes étaient reliés à de l'hypervigilance. Des symptômes qui arrivent et repartent rapidement. Une augmentation de ceux-ci lors de tout inconfort physique tel que la faim, la fatigue, suite à une activité ou une journée plus physique, avoir chaud, avoir froid, l'augmentation du stress, etc. Mon histoire. Le 26 avril 2017, j'avais 47 ans à l'époque, en jouant au hockey dans une ligue de garage, j'entre en collision avec un autre joueur puis je perds l'équilibre vers l'arrière. Ayant un bâton derrière les jambes, je suis incapable de me tourner sur moi-même et je tombe alors comme un arbre, le dos et la tête qui cognent la glace en même temps. Je suis sonné. Après quelques secondes, je me relève péniblement, je réponds oui à la question « Es-tu correct? » puis je termine la partie. Le lendemain, je sens un faible mal de tête, mais sans plus. C'est 3 jours plus tard, en allant jouer au tennis, que j'ai d'étranges sensations et que je comprends que j'ai eu une commotion. Je ne consulte pas immédiatement et je continue donc à travailler. Ma convalescence se fait, mais lentement. En septembre, soit environ 5 mois suivant mon TCCL, je ressens plus de symptômes puis je me crois guéri. Pour fêter ça, je décide d'aller jouer au hockey devant le garage avec mes enfants. Après 20 minutes, je sens des étourdissements et un peu de nausée. Je suis surpris et un peu inquiet. Une série de situations du genre se répètent dans les semaines suivantes, mais de fois en fois, ce sont des secousses de plus en plus petites qui provoquent les symptômes. Au travail, je commence à pas bien me sentir. Les conversations plus intenses me donnent également des symptômes. Si bien qu'en novembre, je vais voir un médecin, puis en accord avec mon employeur, je me mets à travailler 3 jours par semaine en espérant que je vais pouvoir me rendre à Noël et que les vacances des fêtes vont me permettre de reprendre le dessus. Après un bon repos pendant les fêtes, je reprends le travail et les symptômes sont malheureusement rapidement de retour, si bien que seulement 3 jours plus tard, ça ne fonctionne plus et je fais un arrêt de travail complet. Dans les mois qui ont suivi, j'ai lancé des perches dans toutes les directions afin de trouver des gens qui pourraient m'aider. J'ai commencé à faire de la physiothérapie, j'ai rencontré près d'une dizaine de spécialistes de toutes sortes en commotion. Des médecins, audiologistes, ostéopathes, ophtalmologistes, acupuncteurs, neuropsychologues, chiropraticiens. La plupart avaient une réputation dans le domaine des commotions cérébrales. Certains travaillaient même avec des sportifs de haut niveau comme des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Malgré tous mes efforts et la qualité des thérapeutes que je voyais, les progrès se faisaient très lentement alors que les rechutes semblaient guetter et me ramener à la case départ à la moindre occasion. J'avais l'impression d'essayer de bâtir un château de cartes à l'extérieur en espérant que le vent me donne un peu de répit. La descente aux enfers. Après une certaine progression durant l'été 2018, l'automne fut la descente aux enfers. Au début novembre, soit plus d'1 an et demi après ma commotion, après pratiquement 1 an d'arrêt de travail, j'étais à un point tel que je ne pouvais pas soutenir une conversation de plus de 10 minutes. J'avais cessé toute activité sociale. J'écoutais plus la télé en raison des images qui bougeaient.
Il m'était très difficile d'aller dans un magasin parce que j'avais l'impression que mon cerveau surchauffait à la vision de tous les articles sur les tablettes. Je m'enfermais dans ma chambre avec des bouchons lors des activités plus bruyantes dans la maison. Par exemple, la combinaison du pétillement des oignons qui cuisent et de la hotte du four était particulièrement intolérable. Je passais mes journées allongées sur le sofa ou sur mon lit. En auto, je me tenais après mon volant pour absorber les vibrations de la route, puis je marchais environ à 2 km/h pour éviter les étourdissements qui m'assaillaient dès que j'allais un petit peu plus vite. Moi qui suis positif et d'un tempérament calme, je commençais à me sentir totalement impuissant face à cette chute sans fin. Même le vélo stationnaire qui m'avait toujours aidé semblait plus pouvoir m'apporter de bénéfices. Je me demandais où tout ça allait s'arrêter. En disant ça, je réalise combien j'étais rendu loin et combien je suis chanceux de m'en être sorti. C'est d'ailleurs la raison qui m'a poussé à vous raconter mon histoire. Chanceux. Pourquoi on parle de chance alors que j'avais tout fait en mon pouvoir pour guérir? Je consultais des experts, je faisais tous les exercices demandés, je faisais du vélo stationnaire, je mangeais bien, j'avais arrêté l'alcool et le café, et d'ailleurs à peu près tous les plaisirs de la vie. Au total, je passais de 3 à 5 heures par jour dans ma routine, exercice, vélo, cohérence cardiaque, etc. Mais je sentais qu'il y avait une clé à l'énigme, une clé que personne n'avait vraiment abordée. Personne sauf une audiologiste qui m'avait lancé sur une piste. Elle m'avait dit que ce n'était pas une bonne idée de porter des bouchons, que je devais progressivement reconditionner mon cerveau à des sons normaux avec un plan de réadaptation en ce sens. Lors d'une rencontre avec une neuropsychologue, je lui avais mentionné que je n'étais pas du type anxieux et que j'étais dans l'acceptation de ce qui m'arrivait. Mais au matin du 3 novembre 2018, j'étais devenu anxieux et je me sentais tellement mal que j'ai demandé à ma conjointe de me conduire à l'urgence dans le but de rencontrer un ou une neurologue. Après une nuit à l'hôpital, le neurologue de garde me fit subtilement comprendre que je n'étais pas à ma place et me dit que je serais contacté pour un rendez-vous dans quelques semaines en neurologie dans la clinique externe de l'hôpital. J'avais donc été convoqué pour le 30 novembre en neurologie, mais sans beaucoup d'espoir. Quelques jours avant le rendez-vous, j'avais obtenu le nom de la neurologue que j'allais rencontrer et le résultat d'une petite recherche m'avait amené sur le site de Rate My Doctor, où j'avais vu la note de 2,5 sur 5 avec plusieurs commentaires très peu élogieux. J'ai questionné ma conjointe sur la pertinence d'aller à Montréal à 1 heure de route pour aller rencontrer une neurologue avec une appréciation très discutable de ses patients. Qu'est-ce qu'elle allait faire de plus que tous les spécialistes rencontrés? À la même époque, je commençais des traitements dans une clinique privée spécialisée avec des nouvelles technologies qui suivait des joueurs du Canadien de Montréal puis qui me donnait vraiment de l'espoir. Alors pourquoi aller perdre mon temps et possiblement vivre un mauvais moment avec la neurologue? Ma conjointe qui travaille dans le domaine de la santé m'a dit « Quand on a la chance d'avoir un rendez-vous avec une neurologue, il faut y aller. » Arrive donc la journée du 30 novembre 2018. Après un examen sommaire, test de réflexe, de sensibilité, etc., la neurologue me dit « Monsieur Léger, vous avez un système nerveux en excellente condition. Votre examen en résonance magnétique est normal. L'inflammation du cerveau se résorbe généralement après 3 jours suivant un TCCL. Vous êtes actuellement aux prises avec des symptômes post-commotion qui vous amènent dans une spirale vers le bas. » Jusque-là, on était plutôt d'accord. Et elle poursuit. « Ce que je vais vous dire va vous sembler très contre-intuitif, mais vous devez arrêter d'écouter vos symptômes. Suite à des associations négatives, votre cerveau est maintenant en mode d'hypervigilance et considère des stimuli normaux comme étant dangereux. Je suis habituellement très ouvert à accueillir une nouvelle idée, mais ma première pensée fut « Qui est-elle pour me dire de ne plus écouter mes symptômes? » J'étais choqué. Dans tout ce que j'avais entendu auparavant, de tous les médecins, thérapeutes, etc., on me disait d'accepter une augmentation maximale de mes symptômes de 1 ou 2 sur 10 pendant mes activités. Un ophtalmologiste m'avait même dit que je ne devais tolérer aucune augmentation de symptômes. La douce progression semblait la seule philosophie prônée par l'ensemble des intervenants. Et maintenant, cette neurologue, plutôt jeune, avec une note de 2,5 sur 5, venait tout simplement me dire d'oublier mes symptômes. Elle poursuit. Vous aviez une vie remplie de stimulation avec le travail, les amis, les activités physiques, etc. Vous avez graduellement tout arrêté. Le travail d'un neurone, c'est de transmettre de l'information, des stimuli. Mais en l'absence de stimuli, le cerveau va s'occuper intensément du peu qu'il a à se mettre sous la dent. Par votre nature analytique, où vous cherchez à faire des liens avec les symptômes que vous ressentez et les stimuli que vous avez, vous êtes tombé en mode d'hypervigilance. Vous devez maintenant reprendre vos activités en commençant par celles que vous préférez et ignorer les symptômes que vous aurez suite à ces activités.
Persistez et gardez courage. Votre cerveau verra au bout d'un certain temps que rien de grave se produit et les symptômes s'estomperont peu à peu. Vous pourrez reprendre le travail d'ici quelques semaines à quelques mois, dépendamment de la vitesse à laquelle vous progresserez. Ma conjointe qui avait dû me laisser à l'entrée de l'hôpital et se trouver un stationnement arriva à ce moment-là dans le bureau de la neurologue. Alors, bien patiemment, celle-ci recommença à nouveau les mêmes explications pour ma conjointe. Après que ma conjointe ait posé quelques questions, je me souviens d'être désagréablement surpris en regardant son visage qui semblait enthousiaste à ce nouveau concept, en me disant qu'elle se laissait trop facilement convaincre. Par contre, en réécoutant une deuxième fois le discours, j'avais de la difficulté à trouver une faille dans la logique de sa théorie. Après tout, j'avais tout fait à mon pouvoir pour aider ma cause et rien ne semblait freiner cette descente aux enfers. J'ai commencé à me dire « et si elle avait raison ?» Il se produisait alors quelque chose de littéralement extraordinaire. Alors que j'avais trouvé comme tactique de ne pas trop regarder les gens pour éviter les symptômes lors des conversations, je sentis que peu à peu, je pouvais regarder la neurologue. En fait, je réalisais que mes symptômes qui étaient très présents juste avant la rencontre, je faisais des respirations dans la salle d'attente, se dissipaient de plus en plus. Ce fut comme une spirale vers le haut presque instantanée. Je commence à y croire, donc j'ai moins de symptômes, donc j'y crois davantage, donc j'ai moins de symptômes, et ainsi de suite. À la fin de la rencontre, elle a pris 1 heure et demie avec nous. Je suis stupéfait. Je lui dis « Comment se fait-il que vous soyez la seule à avoir ce discours? Vous devriez écrire un livre? » En sortant, elle me dit que je pouvais maintenant marcher normalement plutôt que très lentement comme je faisais en entrant. Je sors donc de son bureau en marchant plutôt normalement et ça semble toujours fonctionner. Arrivé à la sortie de l'hôpital, ma conjointe me dit que la voiture est stationnée dans le Vieux-Port et me demande si on marche jusque-là. La réponse aurait été clairement non, tout juste avant le rendez-vous. L'auto était à 20 minutes de marche et le bruit des autos, camions, ambulances, ça m'aurait agressé. Je lui demande, c'est une professionnelle puis elle n'aurait pas ce genre de discours s'il y avait du danger d'empirer la situation. Puis elle me dit, exactement. C'est mon premier vrai test. On marche alors jusque dans le Vieux-Port. Malgré les bruits ambiants et une marche à vitesse plutôt normale, tout se passe bien. C'est un moment d'euphorie que je partage avec ma conjointe. Arrivé dans le Vieux-Port, je lui dis « On va à la Grande Roue? » « OK. » On achète des billets, entre manger une poutine dans le petit resto à côté, la première en public depuis des mois, et on va ensuite faire un beau tour de Grande Roue. Un moment inoubliable pour nous deux. À notre retour en auto, vers la maison, on écoute de la musique avec un volume élevé. Moi qui aimais beaucoup la musique, j'en étais venu qu'à écouter de la musique très douce avec un bas volume. De retour à la maison, je veux pas que ça s'arrête. Je veux pas m'asseoir, que mon cerveau commence à réfléchir à tout ça. J'ai peur que le doute s'installe sur ce que je suis en train de vivre. On appelle donc des bons amis qui fêtent un anniversaire pour se joindre à leur soirée. Les enfants étaient particulièrement bruyants ce soir-là en manipulant à répétition un jeu avec des jetons de plastique. Tout un test. Et ça fonctionna pour le mieux pendant toute la soirée. Les symptômes avaient complètement disparu. Contre toute attente logique, le 30 novembre 2018 s'est terminé complètement à l'opposé de comment il avait commencé. Un petit miracle, comme dans les films.